Bonjour ou bonsoir à toutes et tous selon l'endroit du monde où vous vous connectez. Bienvenue à cette rencontre qui clôture pour 2020 un cycle de conférences organisé avec la RATP et avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Alors nous sommes ce soir plus de 200 venant de plus de 40 pays. Pour ne citer l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie, la Russie, l'Italie, la Tunisie, l'Inde, le Brésil. Bref, nous sommes nombreux. Je suis Flore Bénard du service culturel de l'Alliance française de Paris et je suis aux côtés de Patricia Guérin, responsable du centre culturel Auguste Daubel à Paris. Et nous sommes là toutes deux pour accueillir avec grand plaisir Jean Jouzel. Avant de leur céder la parole, quelques précisions sur la plateforme qui nous héberge. Donc, normalement, en haut de l'écran, vous avez une petite cloche qui correspond aux notifications. Pour ne pas être dérangé durant la conférence, nous vous conseillons de la désactiver en cliquant dessus. Vous avez aussi dans la seconde partie de l'écran un onglet chat qui vous permet d'interagir. Nous serons là pour recueillir vos questions, vous accompagner, résoudre éventuellement vos problèmes techniques. Juste à côté du chat, vous avez un onglet questions et c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Vous pouvez y déposer les questions que vous souhaiteriez voir posées à Monsieur Jean Jouzel à l'issue de la rencontre. Donc, n'hésitez pas. Petite précision, si vous souhaitez voter pour ces questions, ça les fait remonter dans l'ordre. Donc, voilà. J'espère ne rien avoir oublié et je laisse la parole à Patricia. Bonsoir, merci beaucoup Flore. Donc, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, agents RATP, étudiants de l'Alliance française, membres des instituts français et de la Fondation Alliance française. Bienvenue à vous tous donc pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle de rencontres consacré donc cette fois-ci à l'environnement et plus précisément au climat. Donc, c'est une soirée qui est organisée en écho, vous savez, à la journée mondiale du climat du 8 décembre. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jean Jouzel, éminent chercheur, reconnu mondialement pour ses recherches sur le climat. C'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous ce soir et un grand honneur. Alors, avant de commencer la conférence, je vais donner quelques informations sur le parcours de notre invité de ce soir. Donc, Monsieur Jouzel, vous êtes directeur de recherche émérite au CEA, c'est-à-dire au Commissariat d'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez fait dans cet organisme donc l'essentiel de votre carrière scientifique, largement consacrée à la reconstitution des climats du passé, à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. De 2001 à 2008, vous avez été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui regroupe les laboratoires de la région parisienne impliqués dans les recherches sur l'environnement global. Vous avez participé au titre d'auteur principal au 2e et 3e rapport du GIEC. Également, de 2009 à 2013, vous avez présidé le Haut Conseil de la science et de la technologie. Vous êtes l'auteur de plus de 400 publications, dont environ 300 dans des revues internationales. Tout au long de votre carrière, vous avez reçu de nombreuses récompenses. Alors, je ne vais en citer que quelques-unes. En 2002, avec Claude Lorius, vous recevez la médaille d'or du CNRS. En 2012, le prix de la Fondation Albert II de Monaco et le prix Weltlesen, considérés comme le Nobel des sciences de la Terre et de l'univers, vous sont décernés. Et puis, en 2020, vous êtes lauréat de la médaille d'argent de l'EMS. Enfin, vous êtes aussi membre de nombreuses académies, l'Académie des sciences, membre étranger de celle des États-Unis, membre de l'Académie de l'agriculture et enfin membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2011. Et puis, le 14 juillet 2018, vous recevez le titre de commandeur de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre du Mérite.
Voilà, alors pour finir, je vais juste citer quelques ouvrages que vous avez récemment publiés, parce que vous en avez publié beaucoup aussi. Alors, Climat, parlons vrai en 2020, Climat passé, climat futur en 2019 et Finance, climat, réveillez-vous, les solutions sont là en 2018. Alors, vous pouvez retrouver d'ailleurs de nombreux titres sur la plateforme Culture Tech de l'Institut français. Voilà. Mais sans plus attendre, je laisse maintenant la parole à Monsieur Jean Jouzel. Merci beaucoup. Merci. Alors, hop, il faut partager l'écran. 2 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à Patricia, merci à Flore de ces introductions. Bonsoir à beaucoup d'entre vous, mais bonjour à certains aussi. Puis merci à tous ceux qui permettent que cet échange, alors même derrière écran, ça reste peut-être un peu plus difficile, mais cet échange ait lieu. C'est vraiment merci de cette initiative. Patricia, vous avez dit, c'est vrai, la journée climat, c'était le 8 décembre, et je crois que cette conférence est, disons, coincée entre la journée climat et les samedi prochain aussi, le 12, c'est le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Ça va être une date importante également. Un premier bilan, pas forcément très positif, j'en dirai quelques mots. Mais l'idée, c'est de partager avec vous un petit peu tout ce qui, moi, m'intéresse sur le climat, sur ses causes, sa réalité, ses conséquences et aussi, justement, les solutions à mettre en œuvre. Alors, sa réalité, donc, elle est extrêmement prégnante, elle est très présente, sa réalité. D'abord, ce que nous vivons tous les jours, là où nous vivons, c'est vraiment l'atmosphère. Et à la surface de la planète, eh bien, vous voyez, c'est toujours 2016 qui est l'année la plus chaude, mais les trois, là, j'ai 2016, 2017, de fait, 2018, 2019 et 2020 sont des années très chaudes également. Et les 6 dernières années vont être les 6 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Alors c'est remarquable pour 2020 qui sera à peu près à égalité avec 2016, disons à quelques centièmes de degrés près, parce que 2016 était une année El Niño, une année exceptionnelle. Ces années El Niño sont plus chaudes que la moyenne, elles sont caractérisées par une partie de l'océan Pacifique qui est en dessus de ces valeurs normales, et ça c'est tout à fait naturel comme phénomène. Mais au contraire, l'année 2020 n'a pas ce phénomène El Niño. Au contraire, c'est plutôt un phénomène El Niña au cours des 2 derniers mois. Donc, on a vraiment une année normale, je dirais, qui est une année record. Donc, on est vraiment dans un contexte de réchauffement. Alors, il ne faut pas en être surpris. Pourquoi ne faut-il pas en être surpris? Eh bien, parce que, à travers nos activités, nous avons augmenté de façon régulière nos émissions de gaz à effet de serre. Alors l'effet de serre, voilà, c'est quelque chose de relativement simple. Alors, pour ceux qui étaient apparus aujourd'hui, très beau temps, ciel bleu, donc le soleil nous arrive sans trop de difficultés. Mais une fois qu'il est rétabli et réfléchi à la surface de la planète, eh bien, il y a une partie du rayonnement réfléchi qui est absorbée par toute une série de composés, en premier lieu la vapeur d'eau, mais aussi ces composés, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote et d'autres que que nous contribuons à émettre dans l'atmosphère, que nous émettons dans l'atmosphère et qui s'ajoutent à quelquefois des contributions tout à fait naturelles. Mais l'effet de serre n'est pas quelque chose. Le résultat net, c'est que, eh bien, en augmentant l'effet de serre, on augmente la quantité d'énergie disponible, disons, pour assurer l'équilibre thermique de l'atmosphère, mais également de ce qui interagit avec l'atmosphère, l'océan de surface, les surfaces continentales, les glaces polaires, les grands glaciers. Et ce que nous avons fait donc depuis 150 ans, nous avons pratiquement doublé nos émissions. En fait, nous sommes même au-delà de 54, nous sommes passés de 27 à les derniers chiffres seraient plutôt au-delà de 55 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Nous savons très bien comment nous faisons cela. Nous avons à peu près 38 milliards de tonnes de gaz carbonique émis par notre utilisation de combustibles fossiles. Ce sont les chiffres pour 2019. On y ajoute 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment.
et il faut y ajouter une bonne dizaine de milliards d'équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre, entre 12, 13, 14 milliards. Donc, on va un peu au-delà de 55 milliards d'équivalent CO2. Le résultat, si on accroît les émissions de ces gaz à effet de serre, leur concentration dans l'atmosphère augmente. Elles ont été multipliées par plus de 2 pour le méthane, augmenté de 45%. Là, maintenant, ce sont des chiffres les plus récents pour le gaz carbonique au cours des 200 dernières années. Ce que nous faisons à l'atmosphère, c'est quelque chose de massif. Ce n'est pas à la marge. Disons, en termes de gaz carbonique, le premier contributeur à l'augmentation de l'effet de serre, eh bien, c'est quelque chose de très important. Alors, les sources de ces gaz à effet de serre sont très bien documentées par secteur d'activité, par pays, je dirais même par individu. Nous pouvons faire notre propre bilan carbone. Elles sont aussi très bien documentées pour le méthane, pour le protoxyde d'azote, voilà, avec des je le redis, pour le CO2, vraiment beaucoup les combustibles fossiles. Pour les autres gaz à effet de serre, une contribution de l'agriculture, de l'alimentation également, bien sûr. Et voilà. Et le résultat net, eh bien, c'est qu'en augmentant, en modifiant la composition de l'atmosphère par nos activités, nous avons en gros augmenté le chauffage d'un peu plus de 1%. En fait, un peu plus de 1%, mais il y a aussi à travers nos activités c'est contrecarré en partie par la pollution qui résulte aussi de nos activités, hein, la pollution industrielle, la pollution urbaine, eh bien, elle contrecarre pour quelques 20%, l'augmentation de l'effet de serre liée à nos activités, à nos émissions de gaz à effet de serre. Et en tenant compte de ces deux composantes, évidemment l'effet de serre est la plus importante, eh bien nous avons augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Nous avons 1% de plus d'énergie pour assurer l'équilibre thermique de la planète qu'il y a 200 ans. Évidemment, si on chauffe, c'est normal, on s'attend à ce que la température augmente. Alors, il y a un point très important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, 1%, il n'y a qu'à peu près 1% utilisé dans l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93% vont dans l'océan. Alors, il y en a utilisé par les glaces, par les surfaces continentales, mais vraiment, c'est l'océan qui en est le réceptacle principal. Et donc, il faut aller voir ce qui se passe dans l'océan. Et là, le diagnostic, le constat est vraiment très clair. C'est-à-dire que chaque année, le niveau de la mer s'élève actuellement d'entre 3 et 4 mm par an. Et cette élévation, elle est pour à peu près un tiers liée au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate. Cette chaleur qui va dans l'océan réchauffe l'océan. Et puis, pour l'essentiel du reste, à la fonte des glaces. Alors, les glaciers continentaux, et puis depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90, eh bien, le Groenland et l'Antarctique contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc, nous avons vraiment dans cette élévation du niveau de la mer un double indicateur, un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, c'est, je dirais, un constat sans appel qui nous fait dire, dans le 5e rapport du GIEC, que le réchauffement est sans équivoque. Il est sans précédent aussi à l'échelle au moins des 2 derniers millénaires. Alors, sans précédent ne veut pas dire à l'échelle, évidemment, de la vie de notre planète. Ne serait-ce qu'il y a 120 000 ans, la précédente période chaude, nous sommes dans une période chaude depuis, disons naturellement, ce qu'on appelle un interglaciaire depuis 12 000 ans. Le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, mais la précédente période chaude, c'était il y a à peu près 125 000 ans. Eh bien, cette précédente période chaude était plus chaude qu'aujourd'hui, ou à peu près aussi chaude qu'aujourd'hui, mais de façon tout à fait naturelle. Et puis, il y a eu des périodes très chaudes dans le lointain passé. Par exemple, il y a 50 millions d'années, eh bien, les températures de l'océan étaient jusqu'à 10 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui. Donc, on est bien dans un contexte de réchauffement. Il y a bien une variabilité naturelle du climat, mais au moins depuis disons les années 50, eh bien cette variabilité, disons ce qui est lié aux activités humaines a pris nettement le pas sur la variabilité naturelle. En fait, le réchauffement depuis les années 50, à peu près un peu moins d'1 degré, peut être expliqué complètement par nos activités, tandis que les causes naturelles du climat, aussi bien la variabilité de l'activité solaire ou bien les volcans, à chaque grand volcan, il y a
un refroidissement qui dure quelques années et qui n'excède pas quelques dixièmes de degrés, eh bien ces causes naturelles ne peuvent expliquer qu'un dixième de degré. Donc, nous sommes vraiment donc, je peux reprendre là? Oui? Est-ce qu'on m'entend? Oui, désolé pour cette coupure, on vous entend très bien, vous pouvez reprendre. Merci. Donc, je repars donc, sur ce transparent. Cette chaleur supplémentaire liée à l'augmentation de l'effet de serre, liée aux activités, il n'y a que 1% qui est utilisé dans l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. Disons qu'il faut aller voir dans l'océan ce qu'il s'y passe. C'est là où est le premier témoignage du réchauffement climatique. En fait, l'élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année, entre 3 et 4 mm actuellement, elle est due d'une part au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate. Il y a une dilatation et donc une augmentation de l'ordre de 1 mm chaque année. Et puis, l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Alors, les glaciers continentaux, et depuis disons une cinquantaine d'années, une trentaine d'années, depuis les années 90, le Groenland et l'Antarctique contribuent également à l'élévation du niveau de la mer. Si bien que dans cette observation d'un niveau de la mer qui s'élève de façon irrégulière, mais vraiment inéluctable, eh bien, nous avons un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, le réchauffement est sans équivoque et nous disons aussi, alors il est sans équivoque, c'est une conclusion du 5e rapport du GIEC, il est aussi sans précédent, tout au moins à l'échelle des 2000 dernières années. Si on remonte plus loin dans le temps, nous avons eu de façon tout à fait naturelle des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, mais quand on regarde la période récente, par exemple les 70 dernières années, depuis les années 50, eh bien, on peut conclure que l'essentiel du réchauffement, un peu moins de 1 degré sur cette période, peut être expliqué par nos activités. En fait, ce degré ou un peu moins de 1 degré depuis les années 50, eh bien, l'augmentation de l'effet de serre les explique, tandis que les causes naturelles du climat, à cette échelle de temps, la variation de l'activité solaire ou les volcans avec des volcans avec un refroidissement à chaque grand volcan de l'ordre de 1 dixième de degré sur quelques années ne peuvent expliquer grosso modo qu'un dixième, au maximum, qu'un dixième de degré de variation. Donc, nous sommes dans un monde que nous avons modifié de façon très claire depuis 70 ans. Alors, j'irai beaucoup plus loin parce que il y a un autre point qui est intéressant, c'est on regarde les premières projections faites par les modélisateurs dans les années 80, eh bien, nous sommes sur les trajectoires qui avaient été envisagées par mes collègues modélisateurs il y a une trentaine d'années. Aussi bien en termes de rythme de réchauffement, le rythme de réchauffement moyen est actuellement de 2 dixièmes de degré par décennie, que d'événements extrêmes dont on a la perception qu'ils deviennent plus intenses, plus violents, que de cette élévation du niveau de la mer qui s'accélère. Nous sommes maintenant entre 3 et 4 mm chaque année, alors qu'au cours du XXe siècle, c'était 2 mm chaque année, et aussi de cette amplification du réchauffement climatique dans les régions polaires. Si bien que ce à quoi ça nous invite de façon très claire, c'est que le fait que, disons, le climat que nous vivons aujourd'hui avait été correctement anticipé par les modélisateurs il y a 30 ou 40 ans, doit nous inciter à prendre au sérieux ce que ces mêmes modélisateurs nous annoncent, disons, à horizon de 2050, au cours des 30 prochaines années et au-delà. Alors, ce que nous disent les modélisateurs,
dépend évidemment, d'abord, ils nous disent que ça va dépendre des gaz à effet de serre que nous allons émettre dans l'atmosphère. Alors, je prends nous sommes ici dans un monde, à la fin du siècle, vous voyez, les 20 dernières années, tel que les modélisateurs l'envisagent, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous pourrions aller vers des réchauffements moyens de 4 à 5 degrés, avec des réchauffements moins importants sur l'océan. L'océan a, disons, un peu plus de mal à suivre, il y a une inertie, des réchauffements plus importants sur les continents. Par exemple, en France, eh bien, depuis les années 50, on a pris largement 1,5 degré, plus que à l'échelle planétaire, et puis 2 fois plus important dans le Grand Nord qu'en moyenne globale. Donc, ces caractéristiques, qui sont d'ailleurs celles d'aujourd'hui, des 50 dernières années, eh bien, vont se perpétrer. Et il faut bien voir quand même que ce réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, c'est ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et aujourd'hui. En fait, le climat du dernier maximum glaciaire était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que 5 degrés de plus est un climat complètement différent de celui que nous connaissons. Il ne s'agit pas des générations futures, mais des jeunes d'aujourd'hui. Je le redis, c'est si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, et dans le cas de la nature, eh bien, ce que nous faisons actuellement, c'est 50 fois plus rapide que la transition, en tout cas en moyenne, entre le dernier maximum glaciaire et les conditions proches de celles d'aujourd'hui que nous connaissions il y a 10-12 000 ans. Donc, vraiment, cette rapidité, c'est ce que nous sommes en train de faire à notre planète, est vraiment extrêmement importante à prendre en compte. C'est cette rapidité qui nous rend difficile l'adaptation, ou nous rendrait difficile l'adaptation. Je le redis, nous sommes dans un cas là où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Des conséquences dans tous les domaines. Des conséquences dans tous les domaines, alors je vais en citer quelques-unes. Voilà, là j'ai adopté une présentation qui est celle du dernier rapport du GIEC, avec 5 catégories de conséquences, avec des niveaux de risque d'indétectable à élevé, très élevé. Il n'y a pas de surprise. Vous voyez, avec un scénario émetteur, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, 4 à 5 degrés supplémentaires à la fin du siècle, eh bien, quel que soit le type de conséquences vers lequel on se tourne, le risque est élevé ou très élevé. Alors, de quoi parle-t-on? Par exemple, de l'acidification de l'océan, avec, disons, chaque année, on met 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'océan, dans l'atmosphère. Il y a à peu près 10 milliards qui sont absorbés par l'océan, ce qui ralentit l'augmentation des concentrations dans l'atmosphère, mais ça se fait aux dépens de l'océan. L'océan s'acidifie, il est déjà 30% plus acide qu'au début du siècle dernier. Et dans le cas, je vais rester dans ce cas-là quelques instants d'un scénario émetteur, eh bien, l'acidité de l'océan aurait doublé d'ici la fin du siècle. Alors, disons, ça n'empêcherait pas les gens d'aller se baigner, hein, ce n'est pas cela, mais tout ce qui est formé de calcite, de calcaire, a plus de mal à se former. C'est le cas des récifs coralliens qui souffrent déjà du réchauffement climatique, et les récifs coralliens seraient complètement mis à mal, détruits dans un climat à plus 5 degrés avec, disons, une acidité de l'océan 2 fois plus importante que celle d'aujourd'hui. Les extrêmes climatiques, on a déjà cette perception qu'ils deviennent plus extrêmes, plus fréquents, et bien ça se poursuivrait aussi bien pour les sécheresses, les inondations, les canicules, les cyclones, des phénomènes irréversibles, le niveau de la mer, j'en dirai quelques mots, le dégel du permafrost, et puis aussi des conséquences sur la nature qui nous entoure, sur la biodiversité, sur les écosystèmes en général. En fait, par exemple, eh bien, la perte le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité. Elle risquerait d'en devenir la première dans le cas d'un scénario d'un réchauffement climatique non maîtrisé, tout simplement parce que certaines espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques, et donc on serait dans l'incapacité de s'adapter. La pollution de l'air est aussi un problème. Le problème de santé, d'environnement serait exacerbé. Les populations seraient affectées. On va évoquer les problèmes de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire,
de santé, oui, je le redis, et puis les problèmes de sécurité au sens sécuritaire du terme. En fait, le réchauffement climatique il y a un risque d'accroissement des conflits entre certains pays, par exemple des conflits pour l'eau. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que pris dans leur ensemble, eh bien, j'en redirai un mot également, le risque de réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc, quelques exemples. Eh bien, d'abord, l'élévation du niveau de la mer. Là aussi, nous allons rester dans un cadre scénario émetteur. Ça pourrait atteindre pas loin de 1 mètre à la fin du siècle. Et c'est important. Et puis surtout, ça nous mettrait sur des trajectoires qui rendraient possible la disparition complète du Groenland, alors à échéance plutôt millénaire, disons de quelques siècles, au moins 500 ans, voire un millier d'années. Donc, ce sont 7 mètres d'élévation de la mer supplémentaire. Alors, vous allez me dire, ça ne me concerne pas ce qui se passera dans l'an 2700 ou 2800 ou dans l'an 3000. Le problème, c'est que c'est aujourd'hui que nous en décidons. C'est-à-dire, ce sont les émissions de la prochaine décennie et des suivantes qui décideront du sort du Groenland à long terme. C'est en ça qu'il est important. Donc, on peut d'ailleurs voir quand, par exemple, des pays comme la France, il y a déjà des problèmes par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Alors, bien sûr, il y a des problèmes des régions beaucoup plus vulnérables, mais en France, par exemple, eh bien, à horizon 2050, dans la deuxième partie de ce siècle, il pourrait y avoir dans les régions côtières 1 million de citoyens, de Français qui seraient submergés. Alors la submersion, ça peut être très irrégulier, ça peut n'arriver qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Disons, c'est la conjonction d'une grande marée, de tempêtes importantes, de précipitations importantes sur le continent, mais elles sont évidemment rendues plus sévères, les submersions, à mesure que le niveau moyen de la mer s'élève. On le comprend bien, et ce chiffre est quand même impressionnant. Il pourrait y avoir 1 million d'habitants qui, irrégulièrement, seraient submergés. Mais même si vous êtes submergé qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ou 3 ans, eh bien, la région, disons votre habitat, vous êtes amené à le quitter. Donc ce sont quand même de véritables problèmes. Évidemment, ils sont beaucoup plus aigus dans d'autres régions, le Bangladesh, l'Asie du Sud-Est, certaines, par exemple aussi le delta du Nil ou celui du Niger, donc où il y a des villes aussi qui sont extrêmement fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer, des grandes villes, Tokyo, Bombay, Lagos, New York, voilà, donc c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors, j'illustre ici quelques exemples. Le problème de la santé. Alors en fait, des extrêmes climatiques. Par exemple, les extrêmes climatiques, si on regarde l'Europe, actuellement, chaque année, il y a à peu près un Européen sur 20 qui est affecté par une catastrophe climatique. En Europe, donc inondation, sécheresse ou vague de chaleur. Et dans un monde à plus 3 degrés, il pourrait y avoir jusqu'à 2 Européens sur 3 chaque année affectés par un événement extrême. Et en termes de victimes, eh bien, le nombre de victimes, c'est de l'ordre de 3000 chaque année en moyenne. Il faut oublier, 2003 était une année exceptionnelle avec 75 000 décès supplémentaires au niveau de l'Europe. Mais on pourrait aller au niveau de l'Europe à des chiffres multipliés par 30 ou 40, c'est-à-dire dépasser régulièrement 100 000 victimes, disons des événements extrêmes, climatiques extrêmes en Europe. Et pour 99%, ce serait lié aux canicules. En fait, le problème des canicules, c'est que les pics de chaleur, leur intensité augmente 2 à 3 fois plus vite que la température moyenne. Donc, si une température moyenne, disons une augmentation de la température de 3 à 4 degrés se traduirait par des pics de chaleur de jusqu'à 10 degrés plus importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec des conséquences en particulier dans les métropoles, parce qu'on doit y faire face aussi à ce problème d'îlots de chaleur urbain. Et on pourrait, par exemple, dans des villes comme Paris, atteindre, disons, si la température moyenne était grimpait de 3-4 degrés, voire 5, on pourrait atteindre des températures, des pics. Donc c'est très ponctuel, ça peut durer que quelques jours, mais on voit bien qu'il y a des conséquences sanitaires et des conséquences sur la qualité de vie très importantes qui seraient de l'ordre de 50 degrés. Donc ça, c'est un problème, les extrêmes climatiques. Il y a aussi, bien sûr, les précipitations, c'est très important. Quand on regarde l'Europe, eh bien, il y a des zones qui sont
défavorisé en termes de précipitations, c'est tout le pourtour méditerranéen, en particulier l'été, avec moins de précipitations. Et cette diminution des précipitations s'accompagne d'une augmentation de l'évaporation. Et donc, sur ces régions, des ressources en eau moins accessibles, une agriculture plus difficile. Bien sûr, comme ça touche aussi la rive sud de la Méditerranée et tout le nord de l'Afrique, disons, il y a cet aspect de migration, de réfugiés climatiques, avec des flux, disons, attendus depuis l'Afrique jusque vers l'Europe, des feux de forêt plus importants et des régions qui ne sont pas à risque actuellement, comme le centre et l'ouest de la France, le deviendraient par rapport aux feux de forêt. Donc, la diminution des précipitations dans certaines régions est vraiment un phénomène très important. À l'inverse, dans le nord de l'Europe, il y a une augmentation des précipitations l'hiver, en fait sans aucun intérêt, sauf celui d'accroître le risque d'inondation. C'est le cas, par exemple, actuellement, disons le sud de l'Angleterre, eh bien, il y a de plus en plus fréquemment des inondations dans le bassin de la Tamise. Et donc, on dira que en gros, le réchauffement climatique a le mauvais goût d'accroître les précipitations dans les régions où il y en a déjà, disons, pas trop en tout cas, et non, de les diminuer dans les régions où il n'y en a déjà pas suffisamment, comme le pourtour méditerranéen, et de les augmenter dans les régions qui n'en manquent pas, comme le nord de l'Europe. Alors la France, on n'échappe pas à ce réchauffement climatique, et en France 2020 pourrait être l'année record, très probablement. Donc on avait, disons, jusqu'à novembre, c'était le cas en tout cas. Donc il faudrait vraiment que décembre soit extraordinairement froid, et ce qui ne sera probablement pas le cas, mais disons l'année 2020 sera une année record. Il y a aussi ces problèmes, je pense, de ressources en eau. Quand on regarde à l'horizon d'ici 50 ans, eh bien, ce qui pourrait se passer, je vous ai parlé des précipitations, c'est important évidemment, mais il y a aussi l'évaporation. Si bien que dans des régions, même dans des régions où les précipitations ne varient pas, comme le nord de la France, je dirais, la Bretagne, le nord de la France, il peut y avoir des variations saisonnières, mais globalement, on n'envisage pas de variations importantes des quantités moyennes de précipitations à l'échelle annuelle. Mais même dans ces régions, 2 degrés de plus, eh bien, c'est une évaporation supplémentaire importante, avec comme résultat une diminution du débit des fleuves et des rivières. C'est-à-dire qu'il y a de l'évaporation plus intense, plus importante, et on peut avoir, y compris, vous voyez là, dans le bassin Seine-Normandie, eh bien, des débits des fleuves et des rivières, enfin des fleuves ou des rivières en Bretagne, qui diminuent de 10 à 40%. C'est encore plus marqué l'été, avec des débits d'étiage, vous voyez, qui pourraient diminuer, être divisés par 2, y compris dans le bassin Seine-Normandie en Bretagne. Donc c'est quand même très impressionnant et ça doit être pris en compte, et on doit parler d'adaptation parce que ces diminutions disons, des eaux de surface, cet assèchement progressif des sols a évidemment des conséquences, ne serait-ce que pour les pratiques agricoles, l'agriculture, qui évidemment s'en préoccupe. Le monde agricole est bien conscient de ces problèmes, mais ce sont des problèmes qui sont à échéance de quelques décennies et il faut les prendre très au sérieux. Des conséquences sur la santé, j'en donne quelques-unes. En fait, il y a déjà des conséquences sur la santé actuellement, les vagues de chaleur, vous voyez, donc là, c'est des niveaux relativement faibles, l'insécurité alimentaire, la qualité de l'air, il y a des conséquences actuellement, les maladies à transmission vectorielle, mais si on se place dans un monde à plus de 4 degrés, eh bien vous voyez, quel que soit le type disons je dirais, de conséquences pour la santé que vous considérez, eh bien, il devient de plus en plus intense, de plus en plus prégnant. Alors là, il y a deux hypothèses, celle avec l'ensemble des cercles qui montrent que ça pourrait être, disons, le cinquième, disons, par exemple, si on prend la sous-alimentation, donc là, on a 5 niveaux, en fait, d'impact sur la santé. Donc là, on est au niveau maximum
Vous voyez, alors si on prend ça, c'est sans prendre de mesures spécifiques. Si on réussit à s'adapter, eh bien, on pourrait descendre à un niveau 2 de difficulté à peu près pour tout. Donc, on voit l'importance de l'adaptation, bien qu'il y a toujours des phénomènes, disons par exemple les phénomènes météorologiques extrêmes, on resterait quand même dans le niveau 3 de difficulté, même avec de l'adaptation. Donc, les problèmes de santé sont extrêmement importants. Et il y a une chose que j'ai mentionnée, c'est ce problème d'accroissement des inégalités. En fait, je crois qu'on est bien conscient, et par exemple, si on regarde le récent rapport Oxfam, on est bien conscient des inégalités alors, en matière climatique. Alors, ça peut d'abord être les inégalités dans les émissions. Disons, si on regarde les gens les plus riches émettent beaucoup plus que les gens les plus pauvres de la population. Donc, c'est un phénomène énorme. Mais cette vulnérabilité, elle est aussi dans les conséquences du réchauffement climatique. On a bien le sentiment que il y a des pays par rapport au réchauffement climatique qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc, ces pays plus vulnérables que d'autres, eh bien, ça peut être l'Afrique ou bien des pays avec très, très vulnérables par rapport à l'élévation du niveau de la mer en Asie du Sud-Est. Ce dont on est peut-être moins conscient, c'est que cet risque d'accroissement des inégalités vaut aussi pour les pays développés comme le nôtre. C'est dans cet esprit que nous avons, avec ma collègue Agnès Michelot, au titre de la section de l'environnement, préparer cet avis sur la justice climatique. En fait, la justice climatique, on peut la définir comme objectif, c'est que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. C'est ça la justice climatique. Alors évidemment, on ne peut pas espérer que ça gomme les inégalités, mais que ça ne les accroisse pas, c'est quand même notre espoir. Et pour cela, il y a des mesures à prendre. Alors, ces inégalités, elles sont dans les conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, si vous allez dans l'Aude, dans l'Hérault, dans le Gard, enfin, dans le Languedoc-Roussillon, comme on disait quand j'étais plus jeune, eh bien, ces rivières qui débordent régulièrement, qui font des morts, ça a encore été le cas cet automne, ces vallées régulièrement ou irrégulièrement inondées, eh bien, les gens qui y habitent dans le fond de vallée, dans ces régions inondables, ne peuvent simplement plus les quitter parce que, disons, leur habitat ne vaut plus grand-chose. Donc, les revenus relativement élevés peuvent évidemment en prendre la mesure, aller habiter des endroits moins vulnérables, mais ceux qui n'ont que leur habitat dans ces régions ont vraiment des problèmes. Un autre aspect, c'est que des mesures qui peuvent être proposées et prises pour lutter contre le réchauffement climatique peuvent s'avérer inégalitaires. C'était le cas de l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 2 ans. En fait, dans cette augmentation de la taxe carbone, disons, incitative pour inciter les gens à moins émettre de gaz à effet de serre, eh bien, elle aurait été, alors évidemment, en valeur absolue, elle aurait affecté plus, disons, la contribution aurait été plus importante pour les hauts revenus que pour les bas revenus, puisque les hauts revenus consomment plus que les bas revenus en moyenne. Mais en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport à leurs revenus, cette augmentation aurait eu un impact 3 fois plus important pour les bas revenus que pour les hauts revenus. On voit bien là, disons, ce sentiment d'inégalité lié à l'augmentation de la taxe carbone a été réellement perçu dans les territoires, dans beaucoup d'endroits, et bien sûr, enfin, c'est un des éléments qui a conduit à la crise des Gilets jaunes. On voit bien que ces inégalités liées au réchauffement climatique sont bien là et qu'il faut effectivement tout faire pour en limiter l'impact. Alors, voilà, donc, voilà des chiffres quand même très importants, ça c'est sûr, les inégalités dans les émissions que j'ai mentionnées déjà, donc je n'y reviendrai pas, mais les 50% les plus pauvres, par exemple, au niveau planétaire, n'émettent que 7%, tandis que les 1% les plus riches émettent 10% sont responsables des 10% des émissions. Donc vous voyez bien que disons, ce caractère inégalitaire par rapport en fait à la consommation de biens et de services, mais surtout de biens à l'échelle planétaire. Donc voilà, je redis sur l'objectif central de la justice climatique et voilà des
disons, ce qu'on en fait, disons, un peu la conclusion et des recommandations de notre rapport. Donc, en particulier, par rapport à la santé, par exemple, il faudrait que ces inégalités de santé qu'il y ait un lien, disons, qui soit fait entre le monde de la santé et le monde de la, disons, environnemental. C'est fait, mais pas vraiment encore pour ce qui concerne le réchauffement climatique. Donc, bon, je vais arrêter là avec les conséquences du réchauffement climatique. En gros, de façon claire, qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire au cours de ce dernier quart d'heure? Que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. C'est très clair, ne rien faire nous emmène vers des conséquences à échéance relativement rapide, c'est-à-dire à échéance des jeunes d'aujourd'hui, eh bien, vers un monde auquel, à plus 4, plus 5 degrés, il leur serait très difficile, sinon impossible, de s'adapter. Alors ça, nos gouvernants l'ont compris très rapidement, en fait, puisque le premier rapport du GIEC, c'est en 90, et dès 92, il y a la Convention climat qui se met en place et dont l'objectif est de prendre des mesures pour stabiliser l'effet de serre. Donc on comprend qu'on ne peut pas laisser augmenter l'effet de serre comme ça, en restant les bras ballants, qu'il faut absolument limiter cette augmentation, ce que nous n'avons pas fait. Hein. Nous avons augmenté nous avons multiplié par plus que multiplié nos émissions depuis les années 70. Et on a conscience, disons, au moins, il y a cette prise de conscience qui conduit à la Convention climat en 1992 au sommet de la Terre, avec cet objectif de stabiliser l'effet de serre. En fait, la stabilisation requiert que les émissions diminuent, puisque nous émettons plus de CO2, par exemple, que l'océan et la biosphère et la végétation ne sont capables d'en absorber. Et donc, on comprend tout de suite qu'il faut diminuer nos émissions. C'est ce qu'on n'a pas fait, j'insiste. Hein. Mais c'est quand même l'objectif du protocole de Kyoto. Hein. Donc, c'est Convention climat se réunit chaque année. La troisième année, elle se met en place en 97. Et dès la COP 3, donc ce sont ces conférences des parties, dès la troisième, c'est le protocole de Kyoto et qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions de 5% en moyenne sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Alors, Kyoto est un échec, pas pour l'Europe qui s'est engagée, qui a tenu ses engagements, mais en fait, il y a une double raison. Le fait que l'élection de George Bush, qui fait que les États-Unis ne ratifient pas, ne participent pas, ne s'impliquent pas dans le protocole de Kyoto pendant 8 ans, et aussi l'émergence de la Chine. La Chine était, disons, la Chine en termes d'émissions est passée devant les États-Unis en 2005 et les émissions de la Chine ont pratiquement plus que doublé au cours des années 2000. Donc, c'est un peu ça l'origine de l'échec du protocole de Kyoto et du fait que, alors qu'on avait l'espoir que ça se tasse un peu, eh bien les émissions ont continué à augmenter de façon très importante, en particulier au cours des années 2000, un peu moins au cours des années 2010. Voilà, et puis ensuite, c'est la conférence de Copenhague qui est quand même un échec aussi. Donc l'idée, c'était de prolonger le protocole de Kyoto pour une seconde partie, 2013-2020. On termine cette seconde phase, mais il n'y a que l'Europe qui s'est engagée. Ça représente moins de 10% des émissions, quelques autres pays, et donc c'est un échec. Le résultat, eh bien, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, les concentrations ont continué à augmenter, elles continuent à augmenter dans l'atmosphère, l'effet de serre continue à augmenter, et bien sûr, le réchauffement est là et va se poursuivre, parce qu'il est inéluctable, ce réchauffement, et il va se poursuivre au cours des prochaines décennies. Ce qu'on peut faire de mieux, et cela, on a commencé à en discuter à Copenhague, puis dans le troisième accord, qui est celui de l'accord de Paris, on est passé d'un objectif qualitatif, stabiliser l'effet de serre, à un objectif quantitatif, prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors ça, ce sont les objectifs de l'accord de Paris et ce sont des objectifs auxquels personnellement j'adhère et l'idée derrière, c'est qu'effectivement, si nous étions capables de limiter le réchauffement climatique, ça fait 1 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, eh bien, en gros, les jeunes d'aujourd'hui seraient capables, et les générations suivantes seraient capables de s'y adapter au moins pour l'essentiel.
l'élévation du niveau de la mer, on n'échapperait pas à 50 cm supplémentaires, voire 1 mètre supplémentaire à la fin du siècle prochain. Mais ça n'a rien à voir en termes d'intensité par rapport à un monde où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique. On serait là à 3 ou 4 mètres, à 3 mètres certainement à la fin du siècle prochain. Donc nous sommes maintenant dans le cadre de cet accord de Paris, un objectif extrêmement ambitieux auquel j'adhère, limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. En fait, voilà, donc, c'est un peu ce qui est dans l'accord de Paris. On en fait le 5e anniversaire actuellement. Le problème de l'accord de Paris, c'est que d'un côté, il y a des objectifs et de l'autre, des engagements. Et c'est-à-dire que les engagements pris par les pays ne sont pas à la hauteur des objectifs. Alors, ils ne sont pas à la hauteur des objectifs pour 2 degrés, ils ne sont pas bien sûr non plus pour 1,5 degré. En fait, par rapport à 2 degrés, il faudrait multiplier par 3 les engagements pris par les différents pays. Alors, ces engagements sont sur les 10 prochaines années, 2021-2030. Ils ont été pris par les différents pays et les multiplier par 3 pour avoir des chances de respecter 2 degrés, les multiplier par 5 pour avoir des chances de rester sur 1,5 degré. Et en fait, on aurait toutes les raisons, du point de vue du climatologue, de rester en deçà de 1,5 degré. Parce que eh bien, les conséquences du réchauffement climatique sont moins dommageables, aussi bien à 1,5 degré qu'à 2 degrés, aussi bien en termes d'événements extrêmes, de perte de biodiversité, de productivité de l'océan, d'élévation du niveau de la mer. Donc, il faudrait, si nous étions raisonnables, rester autour de 1,5 degré. En fait, chaque demi-degré compte, hein, même si ça peut sembler peu. 1,5 degré en valeur moyenne, c'est quelque chose de significatif. Chaque année compte, et ça, on va en reparler maintenant, et chaque décision compte. Alors, pourquoi chaque année compte-t-elle? Eh bien, parce qu'on est au pied du mur. En fait, où en sommes-nous? Donc, nous en sommes largement, enfin, le dernier chiffre du rapport des Nations Unies prend comme, disons pour 2019, dit qu'on a eu 59 milliards d'équivalents CO2, hein, donc il y a 14 milliards pour les 45 milliards pour, disons, pour le CO2, à peu près 14 ou 15 milliards supplémentaires pour les équivalents CO2. Et il nous dit effectivement qu'il faudrait descendre plutôt vers 40 milliards en 2030 si on voulait rester autour de 2 degrés et diviser par 2 pratiquement si on voulait avoir des chances de se mettre sur des trajectoires compatibles avec 1,5 degré. On voit bien l'effort à faire. En fait, 1,5 degré, ce serait diminuer de 7% chaque année nos émissions à l'échelle planétaire. Donc, voilà. Donc, et on n'en a pas fini pour autant. Puisque pour stabiliser le climat, il faut atteindre neutralité carbone. Alors cette neutralité carbone serait à atteindre en 2050, si on voulait avoir des chances de rester autour de 1,5 degré, on pourrait se contenter de 2070, 2080 pour 2 degrés. En fait, bon, au rang des bonnes nouvelles, c'est que les pays, les grands pays de cette planète, alors, disons les États-Unis, Joe Biden a dit dans son programme, en tout cas dans son programme électoral, qu'il reviendrait dans l'accord de Paris, certainement il va le faire, et qu'il afficherait neutralité carbone à horizon 2050. C'est le cas aussi pour l'Europe, avec beaucoup d'ambition à horizon 2030, moins 55%. C'est le cas pour le Japon, pour le Canada, pour la Corée du Sud, pour d'autres pays, la Nouvelle-Zélande, des beaucoup plus petits pays. Et la Chine, de façon un peu surprenante, a aussi annoncé un objectif de neutralité carbone à horizon 2060, ce qui est quand même ambitieux. Donc, on voit bien qu'il y a une réelle ambition, disons, c'est vraiment un changement complet de mode de développement au niveau enfin, je dirais des grands blocs, des grands pays, enfin des grands pays de cette planète et puis de l'Europe à horizon 2050-2060. Le problème, c'est que si on veut neutralité carbone en 2050, il faut s'y mettre tout de suite. Actuellement, je crois que beaucoup de pays nous leurrent en nous disant qu'ils atteindront neutralité carbone en 2050 si d'ici 2030, leurs émissions continuent à augmenter, ce qui est peut-être le cas dans beaucoup de pays. Il faut s'y mettre dès maintenant et que les disons, émissions diminuent aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas la prochaine décennie, c'est dès aujourd'hui, dès cette décennie qui vient, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que j'aime bien dire aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils sont doublement concernés. Ils sont concernés par l'inaction, puisque
disons, si rien n'est fait, ce sont eux qui auront à faire face aux conséquences les plus dommageables du réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle, et à l'action, puisque l'action, pour les jeunes qui viennent de rentrer dans la vie active ou qui vont y rentrer, eh bien l'action, c'est maintenant. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment cette dualité entre action et inaction pour disons, avoir un climat auquel on puisse s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Il faut agir aujourd'hui, maintenant, tout de suite et de façon massive. Alors, quels sont les leviers d'action? Je vais en terminer assez rapidement maintenant. Les leviers d'action, eh bien, disons que pour les percevoir, les comprendre, c'est intéressant de regarder comment on émet les gaz à effet de serre en France. En fait, en France, alors ça, c'est des chiffres un peu vieux, on est plutôt même au-delà en termes de mobilité. La mobilité, c'est entre 25 et 30%, mais plutôt proche de 30% pour les années les plus récentes. Et ensuite, on a 3 blocs à autour de 20%. L'habitat, l'urbanisme, disons, c'est un bloc. Alors, je dirais l'industrie et puis aussi l'agriculture, l'alimentation, hein, puisque l'agriculture, l'alimentation et bien sûr l'énergie et les déchets. Donc tout ça, c'est bien documenté, donc on voit bien sur quoi on peut agir. Alors quelques mots-clés pour cette action. D'abord, il y a un point très important, c'est l'importance de l'échelle régionale. Beaucoup des décisions qui se prennent en termes de mobilité, en termes d'habitat et d'urbanisme, et même en termes de pratiques agricoles, de circuits courts, eh bien, ça se passe à l'échelle régionale, voire à l'échelle locale. L'échelle régionale est aussi très importante au niveau des impacts. Ce ne sont pas les mêmes impacts du réchauffement climatique. Vous n'avez pas le même souci, les mêmes interrogations si vous êtes au bord de la mer, dans une région vulnérable à l'élévation du niveau de la mer, ou dans des régions où il y a des risques de sécheresse ou au contraire d'inondation, comme par exemple ces vallées que j'ai citées du Languedoc-Roussillon. Donc on voit bien. Donc l'adaptation, les solutions à mettre en œuvre, l'adaptation sont vraiment à caractère régional. L'importance de cette échelle régionale, donc je dirais des collectivités, qu'elles soient les régions, les communes, les communautés d'agglomération, où il y a ces plans climat, air, énergie qui se mettent en place. Voilà, donc c'est une échelle très importante. Ensuite, chacun joue un rôle. Le rôle des États, c'est évidemment de s'engager au niveau international, de s'engager dans des accords ambitieux. C'est ce qu'a fait la France. Même si je le redis, l'accord de Paris est ambitieux, mais les engagements ne sont pas à la hauteur de l'ambition. Ce que doit faire, disons, je dirais notre gouvernement, notre exécutif, c'est aussi finalement être à l'origine de lois qui disons, de mettre en place, décliner disons, l'ambition à l'échelle planétaire, à l'échelle nationale, à travers des lois, des normes, disons, des incitations. Ça peut être aussi, disons, des interdictions quelquefois ou des encouragements à. On peut avoir il y a différentes méthodes pour inciter, pour faire que les émissions diminuent dans les différents secteurs, une transformation complète. Par exemple, on peut penser pour la mobilité, aller vers une mobilité électrique de façon très rapide. Bon, l'État a joué son rôle hein, dans ce sens. Il y a la loi, par une série de lois, en fait, il y a la loi de 2015 avec ses objectifs très intéressants et la loi énergie-climat de 2018, en fait, avec un triple objectif, disons un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec neutralité carbone affichée en 2050, un objectif de part du nucléaire dans l'énergie et aussi un objectif, j'y reviendrai, disons, d'efficacité énergétique. Dans la loi, il est un des objectifs, c'est que nous utilisions 2 fois moins d'énergie en France à horizon 2050 que nous en utilisions, je crois, en 2005. Donc, on doit vraiment, disons, rendre tous les systèmes plus efficaces. Alors évidemment, l'efficacité énergétique, c'est intéressant puisque, je le redis, le système énergétique est au cœur des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, ce sont réellement les combustibles fossiles qui sont notre première source d'énergie en France. Quand on parle d'énergie, de chaleur, d'électricité, c'est vraiment la première source d'énergie et il faut effectivement passer rapidement à une société sobre en carbone. Donc, sur les aspects énergie, il y a évidemment notre mix énergétique à complètement, disons, modifier. On doit se construire, la France doit se construire, doit se développer. On imagine une France des années 2050
construite. Alors, bon, je ne ferai pas ici un débat sur le nucléaire, mais on a entendu notre président encore hier, je crois, qui rappelle que le nucléaire aura pour le moment une place, tout en respectant l'objectif de la loi disons qu'il y a une place aussi importante pour les renouvelables. C'est bien ça l'objectif de la loi, que les énergies renouvelables se développent suffisamment rapidement, ce qu'elles ne font probablement pas actuellement. Donc il y a ce mix énergétique, mais il y a aussi la sobriété. L'efficacité énergétique, c'est faire la même chose avec moins d'énergie. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. C'est très clair. Alors, il y a aussi de la solidarité entre générations, entre pays, et malheureusement, elle a disparu au niveau international. Nous allons quitter cette ère de Donald Trump, qui a été marquée par vraiment, disons, un individualisme des pays, un égoïsme des pays, alors que je dirais qu'un pays comme les États-Unis auraient pu prendre le leadership en termes de lutte contre le réchauffement climatique, et c'est quand même aussi extrêmement important en termes de dynamisme économique, eh bien, ils ne l'ont pas fait. Et disons, aussi bien George Bush pendant 8 ans que Donald Trump, au contraire, se sont complètement désolidarisés des accords, le premier de l'accord du protocole de Kyoto, le second de Paris. L'éducation, c'est extrêmement important également, aussi bien à tous les niveaux, et ça va, je crois, s'améliorer aussi bien au niveau du collège, du lycée, que de l'enseignement supérieur, je l'espère. Je suis moi-même impliqué dans un groupe de travail qui s'intéresse à ce qu'on pourrait faire au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a aussi des investissements, c'est important, c'est dans cette optique que je me suis investi avec Pierre Laroutourou dans ce pacte finance-climat au niveau européen, dans cet objectif dans ce souhait qu'il y ait une banque européenne pour le climat et la biodiversité. Donc tout cela avance un peu. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, je crois, chacun d'entre nous. Et ça, c'est important. Quand on regarde en France se loger, se déplacer, se nourrir, eh bien ça représente largement plus de la moitié des émissions. C'est-à-dire que c'est quand même notre vie de tous les jours. Et je crois que les citoyens sont bien placés pour, disons, dire un petit peu, faire des recommandations sur ce qui pourrait être fait de façon efficace, les mesures qui pourraient être mises en place pour lutter de façon efficace contre le réchauffement climatique. Ça a été la démarche de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est 150 citoyens qui ont été réunis. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être immergé dans cette convention citoyenne. J'étais membre du comité de gouvernance. Ça a été passionnant. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on est au cœur du problème puisqu'une troisième loi devrait être, disons, présentée au courant janvier, s'appuyant sur les propositions des citoyens avec, malheureusement, on le sent bien actuellement, une promesse de transmettre ces propositions sans filtre aux parlementaires qui n'est pas tenue puisque on a sous nos yeux actuellement chaque ministère, d'une certaine façon, détricote les propositions des citoyens qui sont du ressort de leur ministère. Donc, elles risquent d'être édulcorées et je crois que c'est très regrettable parce que il y a ce risque que la France ne tienne pas ses objectifs si nous ne prenons pas de mesures vraiment efficaces, volontaristes et qui, je le redis, sont synonyme de dynamisme économique. Le dynamisme économique, ce n'est pas s'accrocher à la civilisation, disons, au monde à ce développement construit autour des combustibles fossiles sur lesquels nous nous sommes inscrits, enfin ma génération, depuis une cinquantaine d'années, on le voit bien à l'échelle planétaire, mais même à l'échelle française, eh bien, il faut s'en désintoxiquer, le faire très rapidement, et c'est ça l'objectif. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui connaissent un monde agréable dans les années à la fin de ce siècle, et bien sûr, les générations d'après sont tout aussi importantes, même si nous en sommes moins proches, mais il y a peut-être parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en tout cas des enfants, vos enfants, des jeunes qui seront là au début du siècle prochain. Voilà, merci beaucoup. Alors, rebonsoir. Beaucoup de questions qui nous viennent de pas mal de pays, de tout le monde. Alors,
Je prononce la première. Donc, Eric de France, là pour le coup. Constatez-vous une baisse importante du climato-scepticisme dans la couverture médiatique? À l'inverse, une augmentation de la prise de conscience de la gravité? Oui, alors je vais répondre à cette question, merci. Oui, alors le climato-scepticisme a été extrêmement actif, présent, y compris dans les médias, je dirais dans les années 90, dans les années 2000, moins dans les années 2010. Alors, il y a vraiment on a été quand même victime de ce souhait des médias, même si les climato-sceptiques ne sont pas présents dans les climatologues, dans ceux qui vraiment s'intéressent à l'étude du climat. Il y a quelques climato-sceptiques en France et en gros, l'idée des médias a été très longtemps, il faut mettre un climato-sceptique et disons sur le plateau, le même nombre de climato-sceptiques que de personnes persuadées de la réalité du réchauffement climatique. Alors, je ne suis pas du tout contre le scepticisme en soi, donc c'est très bien que, je pense tout à fait légitime que les gens nous interrogent par rapport à la réalité de ce que nous disons, y compris de ce que je vous dis ce soir. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais, disons, le climato-scepticisme est moins présent, même s'il l'est peut-être de façon rampante, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent encore que ce n'est pas un problème extrêmement important, on n'en a pas une véritable conscience, il est moins présent parce que les faits sont là. Disons, vous voyez bien, les conclusions du GIEC sont très claires et sur des faits qui sont je crois, extrêmement bien documenté. Et au-delà des faits que notre communauté met sur la table, disons, discute, eh bien, il y a la perception aussi de la réalité du réchauffement climatique. C'est ça notre problème, c'est-à-dire que la perception du réchauffement climatique, il y a un décalage d'une trentaine d'années entre les causes du réchauffement climatique de quelques décennies et la perception que les gens en ont. Mais ce qui a changé par rapport à une dizaine d'années, c'est que si vous demandez dans la rue à quelqu'un, les enquêtes sont faites, est-ce que le climat change? Les gens vous diront généralement oui, beaucoup plus facilement qu'il y a une dizaine d'années. Alors certains disent toujours que ce n'est pas lié aux activités humaines, mais une part de plus en plus importante en est consciente et l'accepte. Donc, il y a un recul du climato-scepticisme qui recule de façon quasi contrainte devant la réalité du réchauffement climatique et de genre, je crois, la force des arguments de la communauté scientifique. Alors, une autre question de Manuel de France. La Chine s'apprête à fortement amplifier son programme de modification des conditions météorologiques. Est-ce une solution ou une catastrophe annoncée? Bon, là-dessus, j'ai un regard un peu sceptique. Alors, j'ai le droit d'être sceptique. Donc, je vais vous dire pourquoi. Donc, voilà, j'ai fait ma thèse sur la formation de la grêle. Donc, c'était 50 ans. J'ai commencé ma thèse en 68 et je l'ai terminée en 73. Vous voyez, il y a une cinquantaine d'années sur la formation de la grêle. Et disons, j'ai travaillé avec des groupes dont l'objectif était d'ensemencer les nuages pour essayer de faire de la prévention de la grêle, c'est-à-dire d'éliminer le fléau de la grêle. Et en fait, on n'y est jamais arrivé. C'est extrêmement difficile de modifier le temps. Et je reste assez sceptique sur les scientifiques chinois qui disent qu'ils sont capables de modifier le temps. Donc ça, quand on parle de la modification du temps, c'est différent de la modification du climat moyen. Mais la modification du temps, elle n'est pas une solution, elle est une solution pour… alors, par exemple, l'espoir des Chinois, ce serait de lutter contre la sécheresse dans certaines régions. Dans ce cas-là, ça peut être, si ça marche, mais je suis sceptique par rapport à la possibilité de le faire. Si les masses d'air sont trop sèches, on n'arrivera pas à leur faire, on n'arrivera pas à former des précipitations. Donc, je vois bien derrière, des extrêmes climatiques ne sont pas évités. Par exemple, les grands cyclones seront toujours là. Donc, c'est peut-être intéressant pour… si ça marchait, pour compenser, disons, faire pleuvoir dans certaines régions où vraiment les sécheresses seraient très fortes. Mais là, je redis mon scepticisme et on verra, mais c'est extrêmement difficile de modifier le temps réellement. Une question de Christophe qui est en Allemagne. L'amélioration de l'efficacité énergétique a quasiment toujours été suivie d'un effet rebond qui a aggravé les choses.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera différent dans le futur? Malheureusement, pas beaucoup de choses. Vous avez raison. Généralement, c'est vrai pour tout. Disons, si les voitures consomment moins, les gens vont acheter des SUV, des voitures très lourdes, en nous disant que ça ne consomme que 6 ou 7 litres au 100. C'est vrai pour certaines, disons dans des conditions optimales, mais il est indéniable que l'augmentation du poids des voitures est disons, la contribution principale à l'augmentation des gaz à effet de serre. L'augmentation des gaz à effet de serre sur l'année récente a été largement liée disons, à une folie d'achat de véhicules très lourds. Donc effectivement, d'un côté, il y a une amélioration, et vous avez raison, il y a un effet rebond, et c'est vrai aussi pour l'électroménager, c'est vrai pour tout. Et oui, c'est une vraie question, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas espérer de la seule efficacité énergétique la solution. Bien sûr, puisque, enfin, si l'efficacité énergétique, en tout cas, ça diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi de la sobriété. C'est bien pour cela que je crois que si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire si chacun d'entre nous, on n'essaye pas d'éviter les effets rebonds, par exemple, si chacun d'entre nous, on achète un SUV, ce n'est pas le cas pour nous, nous avons une Zoé, c'est tout, et bon, c'est très bien, mais je veux dire par là, eh bien, nous irons effectivement dans le mur collectivement. Donc, on ne peut pas se contenter de l'efficacité énergétique, il faut de la sobriété, il faut vraiment avoir une attention très forte, chacun d'entre nous, à ce que nous faisons et éviter justement ces effets rebonds et aller au-delà, évidemment, diminuer, enfin, être vraiment sobre en termes de mobilité, en termes, je dirais, de consommation en général. Je sais que ça a des conséquences aussi sur l'emploi, mais il est assez clair que cette transition énergétique devrait être globalement créatrice d'emplois. Par exemple, si on prend l'Europe, on parle de 6 millions d'emplois nets créés à horizon 2050 si l'Europe réussit sa transition énergétique. En gros, si l'Europe fait ce qu'elle dit, puisque l'Europe s'est alignée sur un objectif neutralité carbone à horizon 2050, et cette marche vers la neutralité carbone devrait être créateur d'emplois, d'innovation, disons, qui est très intéressante, je crois, très attractive pour les jeunes générations. Mais il faut absolument éviter les effets rebonds et être sobre collectivement, chacun d'entre nous. Alors, Karen de France qui vous demande, alors, la pandémie Covid a-t-elle un lien avec le réchauffement climatique? Non. Est-ce qu'il y a un lien? Donc, il y a peut-être. Alors, il y a des choses qui sont, disons, par exemple, il y a la déforestation a un effet à la fois sur le réchauffement climatique, parce que ça émet du gaz carbonique, 5 à 6 milliards de tonnes chaque année, et a aussi un lien, disons, semble-t-il, sur l'émergence des zoonoses, c'est-à-dire que la déforestation, en limitant l'habitat, disons, l'expansion de l'habitat de certaines espèces, a rapproché certaines espèces des villes, et les spécialistes, moi je n'en suis pas, nous disent que les zoonoses, c'est-à-dire la transmission de maladies des espèces animales vers les humains, nous-mêmes, eh bien, disons, est favorisée malheureusement par la disparition de certains habitats, de certaines espèces. Donc, je dirais que la déforestation est une cause commune au réchauffement climatique et au Covid, mais ça n'en fait pas un lien entre réchauffement climatique et Covid. C'est intéressant quand même de parler de Covid par rapport au réchauffement climatique pour un point. Donc, nous avons pratiquement terminé l'année 2020. On sait qu'en 2020, les émissions de gaz carbonique auront diminué de 7% par rapport à 2019. Ça varie d'un pays à l'autre, mais c'est l'ordre de grandeur. Et ce dont on se rend compte, c'est ce qu'il faudra faire chaque année à l'échelle planétaire d'ici 2030 si on voulait avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré. Donc l'enseignement, cette fois, du Covid par rapport au réchauffement climatique, c'est que ce n'est pas la seule réduction d'activité qui va nous mettre sur une bonne trajectoire. C'est vraiment un changement complet du mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est moi, en tant que climatologue, c'est ce que je retiens en termes d'enseignement de cette crise du Covid. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à en retenir, mais il n'y a pas de lien direct entre l'émergence et le réchauffement climatique. Alors, une autre question de France de la part de Wilfried. Il vous pose cette question. Pensez-vous que l'on puisse assister à un inversement ou à une disparition du courant Gulf Stream? Alors,
disons, ce qu'on pourrait voir, c'est une modification du courant Gulf Stream. Donc, le Gulf Stream, c'est un courant de surface qui amène des eaux chaudes depuis, allez, je dirais, le golfe du Mexique jusqu'au. Il y a une branche qui, disons, vient vers nos côtes jusqu'aux mers de Norvège. Alors, il se pourrait que ce Gulf Stream, disons, sa circulation se modifie et qu'il aille plus au sud. Il ne peut pas disparaître. Il y aura forcément toujours des eaux de surface qui plongent. Mais si le Gulf Stream, disons, se rétracte et va plus au sud, ça pourrait effectivement modifier le climat de nos régions. C'est ce qui s'est passé dans le lointain passé. Moi-même, c'est mon domaine, je dirais, d'études, hein, les variations passées de notre climat. Nous avons vu ces variations rapides du Gulf Stream, mais disons, ça ne pourrait arriver raisonnablement qu'à échéance de quelques siècles. Et contrairement à l'image d'Épinal qu'on nous en donne, une modification, on ne peut pas parler du Gulf Stream, une modification du Gulf Stream qui n'arriverait probablement qu'à échéance de 2 ou 3 siècles, se traduirait dans nos régions, non pas par un retour à l'ère glaciaire, mais plus par un retour aux conditions d'aujourd'hui. Alors ça passerait sur une vingtaine d'années, il y aurait des conséquences très importantes, mais disons, c'est un risque, mais le vrai problème, ce sont bien nos émissions et pas le comportement du Gulf Stream, ou tout au moins à échéance des prochaines décennies, voire des 2 prochains siècles. Alors, une question de Victor en France. Le terme décroissance est souvent utilisé par amalgame comme une baisse de la qualité de vie. Croyez-vous que la croissance au sens économique soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Non, mais je ne pense pas que la croissance soit compatible, en termes de PIB, soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Disons, on ne peut pas augmenter disons, de façon quasi continue la consommation de biens, disons, sans avoir des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas sur les prochaines décennies. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Alors moi, je n'aime pas parler de décroissance parce que justement, je pense que ce qui est important, c'est que le changement de mode de fonctionnement de nos sociétés compatibles, c'est-à-dire une société sobre en carbone, compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, est justement synonyme de qualité de vie, hein, d'accroissement de la qualité de vie. Prenons le cas des villes. Si vous avez plutôt des mobilités douces, des véhicules électriques, eh bien, on gagne sur 3 tableaux. On gagne sur le tableau, bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre, on gagne sur le tableau des pollutions aux particules, hein, donc qui sont un véritable problème dans les centres-villes, dans certaines villes, et on gagne sur la pollution sonore. Donc, ce monde vers lequel nous devrions aller est plutôt synonyme de qualité de vie, d'augmentation de qualité de vie. La qualité de vie, ce sont aussi des emplois intéressants, et je pense, et je redis que cette transition devrait être source d'emplois. Donc, effectivement, peut-être qu'en termes de PIB, si nous regardons la définition actuelle, il n'y aura plus d'augmentation de PIB, en tout cas aussi rapide que nous avons au cours des 30 glorieuses. Mais au contraire, pour moi, le développement qui est souhaitable, ce n'est pas, je n'aime pas attirer le mode, je n'aime pas utiliser le terme de mode de décroissance, j'utilise plutôt, disons, un développement différent, mais justement synonyme d'accroissement de la qualité de vie avec beaucoup d'éducation, beaucoup de culture, et je crois un lien social qui devrait se resserrer si il faut effectivement il ne faut pas tomber dans ce problème d'un accroissement des inégalités liées au réchauffement climatique. Donc c'est un monde apaisé qui devrait être, et je crois qu'effectivement s'il n'y a pas cette solidarité, c'est pour ça que je l'ai cité, disons un monde plus solidaire, un monde plus disons, moins inégales, je crois, eh bien, nous n'arriverons pas à lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est un monde attractif pour les jeunes d'aujourd'hui en termes d'innovation, de recherche, de qualité d'emploi. Voilà, donc je ne vois pas en quoi il ne faudrait pas le faire. On a tout intérêt à faire cette transition. Au contraire, s'accrocher disons, au monde dans lequel on vit est source vraiment de conséquences extrêmement négatives dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Alors justement, Pauline d'Arménie vous demande, avez-vous des conseils pour aider à sensibiliser certaines personnes venant par exemple d'un milieu social ou d'un milieu culturel éloigné du sujet des conséquences du réchauffement donc climatique?
Bon, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Je le fais dans des milieux très différents. Je vais beaucoup dans le milieu agricole, je vais beaucoup dans le milieu des entreprises. Mais c'est vrai que, pour revenir à une question précédente, dans les années 2000, il n'y avait pas de conférence qui se terminait sans de questions des climato-sceptiques. Disons, j'y répondais, c'était pas un problème, hein, donc, mais disons, c'est un vrai constat. Maintenant, il y a très peu de conférences, et vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui m'ont ici, il n'y a pas eu beaucoup de questions, et si c'était pas vrai, voilà. Donc, il y a cela, donc ça montre que nous avons progressé, mais les dernières enquêtes, y compris celle d'EDF au niveau planétaire, montrent qu'on a un grand chemin à faire par rapport à beaucoup de gens. Il y a des gens qui constatent la réalité du réchauffement climatique, qui disent ok, ça change. Généralement, l'explication pour plus de la moitié des gens, l'explication n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre. On parle du trop d'ozone qui n'a pas grand-chose à voir. Donc oui, on a un chemin très important à faire vis-à-vis de beaucoup de monde. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors moi, j'essaye de le faire en faisant des conférences. Je m'investis aussi au niveau de l'enseignement. Je pense qu'il faut, il y a beaucoup de modifications qui sont faites au niveau de l'enseignement, aussi bien du lycée, du collège, des collèges, des lycées. Je suis actuellement impliqué dans un groupe de travail, disons, près de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et d'innovation, dont l'objectif est de faire que 100% des étudiants, lorsqu'ils sortiront du supérieur, sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition, dans la transition écologique au sens large. Donc il y a beaucoup à faire, mais c'est vrai qu'il faut éduquer disons, bien sûr, il y a l'éducation des gens de ma génération ou des gens qui ne sont plus sur les bancs de l'école, mais il ne faut pas échouer dans disons, il faut absolument que les jeunes d'aujourd'hui sachent de quoi ils parlent quand ils parleront de la transition, parce qu'ils la vivront. Et donc, ils connaissent les causes, les conséquences, et on a du chemin à faire, on essaye, en écrivant des livres, vous avez été sympa de citer, en faisant... Voilà, je sais qu'on ne fait peut-être pas assez, mais notre communauté, les jeunes, beaucoup de jeunes sont vraiment au service à chaque fois qu'on a des demandes d'aller vers, disons, des auditeurs spécifiques. On y va. Je suis allé, par exemple, faire une conférence chez ATD Quart Monde à leur demande, et il y avait des gens très, très motivés. Donc, voilà, il faut effectivement, j'accepte aussi d'aller dans des émissions comme celle de Laurent Ruquier, j'ai fait, où effectivement le public est un peu différent de celui qu'on a ce soir, par exemple. J'ai accepté de faire ces émissions où les grosses têtes, et il faut le faire aussi. Donc, ce sont aussi des occasions qui permettent oui, effectivement, pas d'échanger, mais en tout cas de s'adresser à un public différent. Et j'attache beaucoup d'importance à faire cette démarche. Alors, une question d'Algérie, de Nedj Medine. Est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas touchés par le réchauffement climatique? Il y en a toujours qui espèrent. Non, il n'y a pas de pays qui... On va pas dire. Non, tous les pays sont touchés par le réchauffement climatique. Dans tous les pays, il y aura un réchauffement. Peut-être plus important dans des pays que d'autres. Il y a des pays, alors c'est un peu, pas répondre complètement à votre question, mais il y a des pays qui espèrent du réchauffement climatique des conséquences positives. Donc, c'est un peu... Disons, si vous êtes en Russie, dans des régions qui actuellement sont où vous ne pouvez pas faire de blé, la température augmente de 1 ou 2 degrés, ça libère disons, ça permet à certaines cultures d'aller un peu plus vers le nord. On peut penser à la culture du blé. Alors, on se dit c'est bénéfique. Et longtemps, ça a été l'argument qui nous a été servi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui gagnent en termes de productivité agricole, je suis spécifique, et il y a aussi des régions qui perdent, parce que et en fait, disons, cet espoir que les régions qui gagnent, disons, seraient vraiment importantes n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'à mesure que le réchauffement climatique se met en place, les régions qui gagnent, disons, les régions qui perdent en termes de productivité agricole prennent le pas sur les régions qui gagnent. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de régions où, au-delà de 30 degrés, il y a très peu il y a très peu de cultures qui ont un rendement optimal. Donc, en termes de productivité agricole, et c'est quand même le point principal, eh bien, non, on ne gagne pas. Donc, au contraire, on perdra en termes de productivité agricole à mesure que le réchauffement se met en place. Toutes choses égales par ailleurs. Il y a bien sûr des capacités d'adaptation. Donc, oui, il y a des régions qui gagnent à la marge. Il y a, par exemple, des gens qui se frottent les mains au nord du Canada, au nord de la Russie, parce qu'il y a des routes maritimes qui vont s'ouvrir. Il y a des régions qui vont pouvoir s'ouvrir à l'extraction du pétrole, ce qui est complètement idiot, parce que ça ne sert plus à rien, ou d'autres minéraux. Donc, il y a des petits bénéfices de certains pays, surtout les pays du Nord, mais
il n'y a pas, ces pays sont au contraire plus affectés. Quand vous regardez, le réchauffement est 2 fois plus rapide dans le cercle arctique qu'à l'échelle moyenne, qu'à l'échelle planétaire. Donc oui, non, pas de régions qui ne se réchaufferont pas, des régions qui peuvent en bénéficier, mais c'est vraiment à la marge et du point de vue global, c'est absolument non significatif. Au contraire, c'est la vulnérabilité de l'ensemble de la planète qui est vraiment malheureusement à l'ordre du jour d'un réchauffement climatique important. Alors, une question d'Italie, de Roberto. Que pouvons-nous faire selon vous en tant que citoyens pour encourager les gouvernements à prendre des décisions rapides afin de limiter une catastrophe annoncée? Alors, que pouvons-nous faire? Alors, donc, il y a différentes choses. Bon, on a eu la chance, et peut-être vous pourriez le faire en Italie, d'avoir cette conférence des citoyens. Et effectivement, si je vous incite à prendre le temps d'aller sur le site de la Convention citoyenne, je vous assure que les recommandations des citoyens sont pleines de bon sens. Elles sont peut-être, alors c'est ce qu'a jugé Emmanuel Macron, et c'est peut-être un peu trop, disons, volontariste pour certaines. Voilà, limiter la publicité au-delà d'une tonne 4, plus de publicité pour les SUV, ça a largement déplu. Voilà, mais donc c'est déjà une première démarche. La deuxième démarche, c'est évidemment une démarche individuelle, mais il y a aussi, je le crois franchement, le bulletin de vote, par exemple. Donc, disons, il y a, je ne vais pas faire de politique trop ici, mais il y a effectivement, disons, certaines personnes qui se présenteront devant vous aux élections, qu'elles soient européennes ou italiennes, qui sont quand même plus sensibles aux problèmes dont nous discutons aujourd'hui que d'autres. C'est un constat. Et donc, on peut aussi, disons, alors s'impliquer soi-même aussi en termes dans la vie publique. Hein, c'est important. Il faut aussi des gens dans la vie publique qui s'y impliquent, soutenir des gens qui sont, disons, qui sont sensibles disons, globalement aux causes écologiques. Tout cela, ce sont des gestes qu'on peut faire. Voilà, bon, bien sûr, aller manifester, on peut le faire aussi, mais on voit bien qu'en France, et même, enfin, moi, la dernière marche du climat que j'ai faite, elle s'est terminée de façon un peu difficile. Voilà, c'est très difficile actuellement en France disons, de manifester. J'ai beaucoup manifesté avec les jeunes, au moins 3 fois, mais voilà, la difficulté est là. Mais donc, on peut manifester, enfin, je l'espère, de façon sereine. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut faire, y compris d'ailleurs dans sa vie, pour beaucoup dans leur vie professionnelle, beaucoup d'entre nous, et certainement dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ce sont des conseils assez généraux, mais c'est difficile de les donner sans connaître le contexte exact, mais on peut faire quelque chose, chacun d'entre nous, pour aider, disons, que les gouvernements prennent conscience de la réalité du réchauffement climatique et de l'action à mettre en œuvre. S'il y a eu cette convention citoyenne, c'est justement parce que, disons, la France s'est mobilisée, c'était le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est le résultat d'une autre mobilisation pour d'autres raisons, mais je le redis, à l'origine de cette mobilisation, il y avait ce problème d'augmentation de la taxe carbone qui était lié au réchauffement climatique, et on voit bien que, voilà, donc, les citoyens devraient avoir plus leur mot à dire qu'ils n'ont d'ailleurs dans ces stratégies, parce que ce sont les premiers concernés dans leur vie de tous les jours. Alors, je vais annoncer la dernière question. Il y a beaucoup de questions, hein, mais on ne peut pas. Alors, Andreas de France, il vous demande, pensez-vous que le rapatriement des entreprises en France contribuerait à réduire le réchauffement climatique? Pensez-vous que nous devrions fermer l'accès aux voitures au centre-ville et particulièrement à Paris? Oui, alors la deuxième question, je réponds oui, puisque je pense que disons à échéance, et ça sera vrai pour tous les cœurs des grandes villes, à échéance d'une dizaine d'années, et c'est disons, des notoriétés que j'ai soutenues, j'ai eu la présidence du comité de soutien d'Anne Hidalgo, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Je pense qu'une ville comme Paris et les grandes métropoles, disons à horizon de 10-20 ans, les cœurs des villes seront des villes où il y aura des transports en commun, des vélos, des mobilités douces, des taxis, très certainement électriques, mais je pense que les centres-villes seront de moins en moins accessibles à des personnes toutes seules, disons, dans leur voiture. C'est très clair. La mobilité, on ira vers ça de façon quasi inéluctable. C'est un peu le cas de New York déjà. Il y a très peu de gens qui y vont tout seuls. Il y a beaucoup de taxis, beaucoup de transports en commun. Mais je crois que les centres-villes, disons, la voiture individuelle avec, comme c'est le cas de Paris, une personne, 2 par voiture, est un peu condamnée, je crois, au moins pour le centre-ville, c'est très clair. En tout cas, c'est mon souhait, je ne le cache pas. Voilà, la première question, du coup, c'était quoi?
Alors, la première, pensez-vous que le rapatriement des entreprises… Bon, c'est à la marge, oui, on a trop tôt abandonné le retour de tout ce qui se fait en Chine, qui est l'usine du monde. On parle d'empreinte carbone en France, ce qu'on importe est énorme. Oui, il le faudrait, ce sera à la marge, mais il faudra vraiment qu'on fasse attention à cette empreinte carbone. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est que, bien sûr, nous diminuons nos émissions sur le territoire national, mais il faudrait que quand on tient compte des importations, et nous en faisons beaucoup, nous ayons un regard sur celle-ci et que nous fassions attention, effectivement, que nous achetions, c'est une incitation à acheter national, voilà, et peut-être à rapatrier, mais ça va être très très long. Voilà, c'est une difficulté aussi du point de vue économique. Il aurait fallu, mais le contexte économique n'était pas là, il aurait probablement fallu garder plus un regard, comme l'ont fait d'autres pays comme l'Allemagne, ce n'est pas le cas de la France, sur, disons, il y a une désindustrialisation massive de la France qui, rétrospectivement, n'était pas vraiment souhaitable. Mais le retour en arrière n'est pas si facile, mais ça, si c'est possible sur certaines activités, il faut le faire, je le pense. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence, pour toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Merci aux internautes. D'accord, et merci à vous, merci à tous les, je dirais non pas les auditeurs, comme on dit, alors voilà. Nos spectateurs. Oui. Merci, je le redis, à l'organisation, la RATP, l'Alliance, le comité d'entreprise de la RATP, l'Alliance française, et vous tous aux quatre coins du monde, bien sûr. C'est un plaisir d'échanger, même si ce plaisir est un peu limité. Et merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, il nous reste à remercier tous les participants, nos auditeurs, spectateurs, on ne sait pas comment dire, pour votre fidélité tout au long de cette année 2020 si particulière, hein, qui nous a permis de lancer les rencontres en ligne, faute de pouvoir nous retrouver pour de vrai à l'auditorium de l'Alliance française. Nous vous retrouverons, c'est sûr, en 2021. Avec un immense plaisir. Alors, peut-être un peu sur place, peut-être un peu à distance. On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que nous voyagerons en Haïti, au Liban, au Maroc. Ça, c'est pour rester un peu vague, pour ménager le suspense. Et Patricia, est-ce qu'on a des dates un peu plus précises? Alors, on a des dates précises. En janvier, alors, il y aura de l'actualité et de la littérature. Littérature d'abord avec donc Olivia Ruiz, qui, comme vous le savez sans doute, est d'abord chanteuse, mais elle édite aussi son premier roman qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs chez Lattès. Donc, on la recevra le 19 janvier à 18h pour son livre. Et puis, deux autres conférences, alors davantage sur l'actualité. D'abord, François Saltiel, qui va nous parler de la société du sans-contact, est-elle inéluctable? Ça sera le vendredi 22 janvier à 18h. Et un autre scientifique, Philippe Grandcola, qui nous parlera maladies émergentes et Covid-19, d'où viennent-elles? Alors ça sera le jeudi 28 janvier à 18h également. Merci. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.